nous allons reprendre la séance de chirurgie pédiatrique modérée par Philippe Montupet et François Beckmer. Il faut respecter le protocole et après cette courte communication, donner la parole au secrétaire annuel pour le procès-verbal de la semaine précédente. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la dernière séance était consacrée à la chirurgie endocrinologique avec comme modérateur Éric Mirali et Fabrice Ménégo. La première communication était de Jean-Christophe Liffant et son équipe de Lyon concernant la performance du PET scan à la 18F fluorocholine pour la localisation des anneaux parathyroïdiens au cours de l'hyperparathyroïdie primaire. Alors le message, il y avait un commentaire d'Éric Mirali. Le message est que lorsque l'échographie et la scintigraphie sont discordantes, cet examen de deuxième intention a une excellente sensibilité et spécificité. Les questions étaient de Dominique Franco et Yves Chapuis. Deuxième communication de Carole Guérin et Frédéric Sebag à Marseille sur le rôle d'un autre PET scan, celui-là TEP FDG, dans la prise en charge des corticosurrénalomes. Le meilleur critère est en fait le ratio de fixation entre la tumeur et la fixation au niveau du foie. Les questions étaient de Fabrice Ménégo et Dominique Franco. Communication suivante d'Éric Mirali et son équipe, et Cécile Caillard, François Patou, Laurent Bruno, Antoine Ami, Marcel Dahan, sur l'impact du neuromonitoring des nerfs récurrents sur la fréquence des paralysies récurrentielles après thyroïdectomie totale, résultat d'une étude prospective multicentrique, avec un commentaire de Jean-Christophe Liffant. Alors, dans cette étude, parmi 1328 patients opérés, la diminution des paralysies récurrentielles par le neuromonitoring est significative en analyse univariée, mais non significative en analyse multivariée. Les questions étaient de Jean-Louis Krebs, François Richard, Philippe Bonichon et Xavier Martin. Communication de Robert Cagliazzo, Laurent Bruno, Lucie Leblond, Claire Nominé, Frédéric Triponès, François Patou, les équipes de Lille, Nancy et Genève, sur la thyroïdectomie transaxillaire assistée au robot. Risques et bénéfices à long terme. Cette prise en charge est réalisable dans la population européenne, puisqu'elle avait été surtout décrite chez les Coréens, et est associée à un faible taux de complications. Il y a eu un commentaire de Fabrice Ménégo. Enfin, il y a des questions de Xavier Martin, Jean-Louis Krebs, Éric Mirali, Étienne Boudet, Jean-Christophe Liffant et Hubert Joannet. Dernière communication de Muriel Matenet, Arnaud Deson, Frédéric Triponès, Marcus Terrazi, Michel Dodon, Dominique Bazin de Limoges. Calcification thyroïdienne, facteur prédictif de malignité. La composition des calcifications en elles-mêmes n'est pas reliée à un risque de cancer. Les questions étaient d'Éric Mirali et Dominique Franco. Je vous remercie. Gilbert, merci beaucoup pour cet excellent rapport de la semaine précédente. C'est un plaisir maintenant d'ouvrir cette séance de chirurgie pédiatrique en commençant par remercier chaleureusement Philippe Mar et l'Académie qui chaque année organise une séance pédiatrique. On voit par le nombre de notre présence de chirurgiens pédiatres dans la salle que nous sommes vraiment devenus et que nous continuons de devenir année après année pivot ou actif dans la compagnie. Donc, après avoir remercié Philippe, je tiens absolument à remercier les deux présidents de la Société française de chirurgie pédiatrique 2016 et 2017 qui sont présents, dont le modérateur François qui a conçu ce programme qu'il doit vous présenter, et à remercier ceux qui sont venus de loin, voire de très loin, le plus loin peut-être, le professeur Tovar, rentré dans la compagnie comme meneur cette année, d'autres, François Varlet, Jeff Bala, Paul Philippe venant de Luxembourg, Olivier Renberg venant de Lausanne, et donc vous voyez toute cette activité qui veut se rapprocher de la vie de l'Académie. Je pense maintenant juste à préciser que cette séance est ouverte, que les discussions ont leur place et que
les commentaires courts permettent qu'il y ait des questions et des discussions, et chaque question est posée par un orateur qui se nomme, parce que la séance est enregistrée, et Patrice Lefleuve-Prigent fait passer une feuille sur laquelle on écrit ce commentaire qui est enregistré, de même que la séance dès le lendemain. Accessible sur tous les sites, sans code et sans frais. Voilà, surtout je tiens à nouveau à remercier François Beckner qui a conçu un magnifique programme en accord bien sûr avec nos équipes et qui devrait montrer combien la chirurgie pédiatrique présente chaque année des débats nouveaux et modernes et qu'on n'a qu'une hâte, c'est de les partager toujours plus encore avec les collègues d'adultes, comme ce sera particulièrement le cas pour la dernière communication. Bonsoir, je te passe. Merci beaucoup. Très brièvement, on va commencer par un sujet de recherche, et le titre est un petit peu énigmatique, certainement pour vous, alors qu'en réalité, on est dans quelque chose, vous allez voir, qui est extrêmement simple. Et il s'agissait simplement de répondre à la question suivante. Nous avons, depuis un certain nombre d'années, nous vivons les effets, les bénéfices, ou pas d'ailleurs, de la médecine prénatale, les progrès de la réanimation néonatale. Tout ça induit l'émergence de nouveaux patients, en ce qui concerne les hernies diaphragmatiques et les hernies dites de Bogdalek. Et en réalité, nous ne sommes pas armés pour les traiter convenablement sur le plan chirurgical, puisqu'on peut se retrouver devant des défects complets du diaphragme. Je ne parle pas d'hypoplasie pulmonaire, je ne parle pas des autres, mais ce problème purement chirurgical, comment remplacer un diaphragme qui n'existe pas? Ça, c'est la question de départ. C'est la question que s'est posée Anne Schneider, qui est MCU-PH dans notre service et qui a longuement discuté avec l'équipe et plus particulièrement, bien sûr, de Joseph Emerlet, qui s'occupe de biomatériaux à Strasbourg, qui dirige une unité INSERM. À partir de là, vous allez voir le cheminement intellectuel qui les a amenés jusqu'au dépôt d'un brevet. Donc ce n'est pas une thèse de science qui est présentée là avec bon, c'est l'occasion de faire un petit peu de recherche fondamentale, ça fait du bien, ça va. C'est pas ça du tout. Il y a une vraie démarche intellectuelle depuis le cas précis, concret que l'on rencontre tous les jours sur le plan chirurgical pour arriver à un résultat qui, vous le verrez, est vraiment très intéressant. Alors, Anne, on te demande de tenir les délais, je crois que c'est 15 minutes. Voilà, merci beaucoup.